Alors, voici. Alors, donc ici, vous avez le schéma qui a été donné par Thom dans son article. Vous voyez qu'il y a 12 rangées, et de chaque côté, à l'est et à l'ouest, ce qu'on appelle des cromlechs. Ce sont des ovales mégalithiques. Au centre, vous avez une ligne de fracture entre les deux, un coude, entre les rangées. Alors, donc j'ai repéré qu'il y avait deux parties dans ces alignements, la partie ouest et la partie est. On repère que les lignes AB, d'après Thom, sont parallèles. Donc c'est extrêmement intéressant pour le développement de la théorie. Et la partie ouest ne converge pas et les rangées de la partie est convergent. Alors, lorsque j'ai commencé à lire cet article, je me suis dit, mais au fait, peut-être que ces rangées représentent l'écliptique, et donc ceci, la ligne AB de fermeture de l'ouest, représenterait l'horizon. Alors j'ai pris le livre, je l'ai tourné, et ça a donné ça. Et alors ça avait une petite tête d'écliptique, et avec ceci, l'horizon. Alors j'ai vite regardé avec le logiciel d'astronomie si l'écliptique pouvait avoir le bon angle comme les rangées. Et ça marchait, c'est-à-dire qu'au début de l'année, l'écliptique avait la bonne valeur lorsque l'on se trouve à Karnak. Donc on pouvait continuer dans cette idée. Et alors, pour pouvoir interpréter ces alignements, on a procédé comme dans une enquête policière de Hercule Poirot ou autre, et on a recueilli tous les indices relatifs à ces alignements. Alors, tout d'abord, premier indice, comme on l'a déjà dit, AB et CD sont parallèles. Ensuite, les 4 premières rangées au nord sont aussi parallèles entre elles. Les rangées de l'ouest ne convergent pas. J'ai appelé la rangée nord la rangée 1 et la rangée 12 la rangée sud. Ensuite, l'évolution des angles. Alors, les angles évoluent des rangées par rapport à la ligne AB évoluent entre 63 degrés,2 et 62 degrés,2. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Et alors, j'ai tracé un graphique donnant l'angle des rangées par rapport à la ligne AB en fonction du numéro des rangées. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Et on a quelque chose qui est plus ou moins parabolique. Vous avez ici une ligne droite, 1, 2, 3, 4, ça correspond aux lignes parallèles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis ensuite, ça devient un peu parabolique. Et ici, malheureusement, les lignes 11 et 12 sont très mal représentées parce qu'il y a très peu de menhirs. Ça a été détruit par la route que vous avez au sud. Donc c'est la première valeur que l'on trouve. Ensuite, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que regardaient les 4 premières rangées qui visaient l'azimut 251,6. Alors, vue d'avion, voici la direction visée. Alors j'ai cherché à savoir quelle était l'étoile qui se couchait dans cette direction. Et alors, je n'ai pas eu à chercher trop longtemps. Je me suis aperçu que c'était l'alpha du taureau, c'est-à-dire Aldébaran, qui était une des étoiles les plus mythiques dans les mythologies anciennes, dans l'horoscope, qui se couchait dans cette direction, mais avec c'était la seule qui existait entre moins 300 et plus 300 par rapport à 4500 avant Jésus-Christ. Donc, il semblait bien que cette étoile correspondait à cette direction. Alors, j'ai utilisé la précession, comme je vous l'ai dit, pour affiner la date. Alors, si c'est bien cette étoile, en regardant la précession dans la direction 251,6, on trouve que l'étoile se couchait dans cette direction en 4400 avant Jésus-Christ. Donc, on peut imaginer que la date de visée, c'était 4500, plus ou moins 50 ans dans le temps. Alors, je regarde la nuit au moment du coucher d'Aldébaran, où se trouve l'écliptique. Ben ça marche bien et c'est parallèle aux rangées de Lemenec. Donc, on peut poursuivre dans cette idée en supposant que c'est cela, toujours. Alors ensuite, là, c'était une hypothèse de travail, ça s'appelle de la serendipity. C'est une hypothèse qui s'est avérée juste, mais si ça n'avait pas marché, ben, je ne serais pas là. Et alors, l'idée, c'était
d'utiliser les mythologies égyptiennes, parce qu'avant j'avais travaillé sur les mythologies égyptiennes. Alors les Égyptiens pensaient que les étoiles étaient les âmes des morts, et lorsqu'ils se couchaient, ces étoiles mouraient, ils parcouraient la nuit dans l'au-delà, et de l'autre côté se levaient, et donc avaient la vie renouvelée. Alors, il pensait que si le Soleil se couchait dans la même direction, si l'étoile se couchait dans la même direction que le Soleil, l'étoile allait profiter de la chaleur et de l'énergie du Soleil pour effectuer son voyage dans l'au-delà, qui était un voyage extrêmement périlleux. Et alors, donc, j'ai regardé dans quelle direction le Soleil se couchait en 251,G et j'ai trouvé le 21 mars. Voilà ce qui se passait, le Soleil se couche, et ensuite, à peu près 1 heure après, Alpha du Taureau, Aldébaran, se couche dans la même direction. Donc, on trouve une date dans l'année, qui est le 21 mars, 4400, mais plus ou moins 50 ans. Et voici le schéma, c'est-à-dire le Soleil couché, Aldébaran se couche, et l'écliptique a toujours la bonne valeur, donc c'est bien. Et on voit apparaître la constellation des Gémeaux, qui va avoir une valeur mythologique très importante dans la suite. Alors, c'est bien joli d'utiliser les logiciels d'astronomie parce qu'ils vous définissent facilement l'écliptique, mais à l'époque, il n'y avait pas de logiciel. Donc, pour définir l'écliptique, les anciens utilisaient 2 planètes brillantes, ils traçaient une ligne entre les deux, et à ce moment-là, ils savaient où se trouvait l'écliptique. Alors, donc j'ai imaginé que pour trouver l'écliptique, les anciens, les constructeurs de Carnac, avaient utilisé les 2 planètes les plus brillantes qui sont Vénus et Jupiter. Or, les astronomes là savent que Vénus et Jupiter sont en conjonction, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent tous les 24 ans dans une région du ciel déterminée. Par exemple, autour des Gémeaux. Alors j'ai regardé où il y avait la prochaine conjonction et je n'ai pas eu à chercher trop longtemps, c'est-à-dire que 8 ans après 4400, en 4392 avant Jésus-Christ et le 21 mars, puisque j'avais défini que c'était le 21 mars, j'ai trouvé que Vénus et Jupiter se trouvaient dans le coin et de part et d'autre des Gémeaux. Et pratiquement, immédiatement, on trouve que la ligne joignant Vénus et Jupiter, c'est quasiment l'angle de la première rangée. Et donc, en cherchant un peu, on trouve que pour une hauteur de Vénus de 18 degrés par rapport à l'horizon ouest, on trouve un angle de 63,2 degrés, qui est justement l'angle de la première rangée. Alors, très intéressé, on continue à faire ça, et on fait ça pendant 12 jours consécutifs, et on trace la ligne qui joint Jupiter à Vénus pendant 12 jours consécutifs pour une hauteur de Vénus de 18 degrés. Et ça marche parfaitement, comme vous allez le voir. Le dernier jour, c'était le 12e jour. Pourquoi se sont-ils arrêtés à 12 jours? C'est parce que, je pense, qu'il y avait 3 ou 4 phénomènes concomitants. Premièrement, Vénus entrait dans les Gémeaux. Deuxièmement, la Lune aussi était dans les Gémeaux. La veille, comme elle se déplace d'environ 15 jours par jour, la Lune était ici la veille et le lendemain est ici. Donc, elle se trouvait dans les Gémeaux. Donc, c'était un beau motif d'arrêter. Et aussi, l'étoile dont je vous ai parlé, la supernova, qui était sous forme d'une étoile géante bleue, était en train de se coucher. Le lendemain, on ne la voyait plus. Donc, c'était 3 bonnes raisons pour s'arrêter. Donc, je pense que c'est pour cela qu'il s'est arrêté à 12. Et alors, ensuite, j'ai tracé les courbes données par les logiciels d'astronomie, après des calculs d'astronomie, pour 3 hauteurs de Vénus, 16, 18 et 20 degrés. Et alors, on constate que pour la hauteur de 18 degrés, ça marche parfaitement sur le... Ici, ça ne marche pas parce que les rangées ne sont pas très mal définies. Ici, vous avez les 4 rangées parallèles, et de là à là, vous avez à peine 1/10 de degré. Donc, ça valide les rangées parallèles, parce qu'on n'est pas quand même à 1/10 de degré près. Vous voyez la précision qu'il y a dans les mesures et dans les rangées. Alors, pourquoi 18 degrés? C'est parce que tout simplement, c'est la hauteur de la constellation des Gémeaux qui avait une valeur très importante dans les mythologies
funéraires de l'époque. Alors, je me suis demandé comment ont-ils fait pour enregistrer les données, c'est-à-dire enregistrer les 12 angles pendant 12 jours consécutifs sur les deux planètes, Vénus et Jupiter, et ensuite les mettre sur le sol. Alors j'imaginais qu'ils ont fabriqué un cadre de visée en bois qui a à peu près 2,50 m de large et environ 3,50 m de haut, et ils utilisaient des cordelettes de 4 mm de diamètre pour les poser sous la direction de l'astronome qui était ici, pour les poser sur Vénus et Jupiter et pour tracer la ligne qui joignait donc Vénus et Jupiter. Et ils ont effectué ça pendant 12 jours. Alors, ils avaient un viseur, ici de là à là, il y a à peu près 2,50 m. Ils ont posé une ligne horizontale qui donne l'horizon depuis le viseur. Ici, c'est la hauteur de 18 degrés pour Vénus, et là, vous avez une ligne qui correspond à la dernière position de Jupiter. Donc ici, horizon, Vénus à 18 degrés, et le dernier jour, le 12e jour, la position, une cordelette horizontale pour la position de Jupiter. Alors, ça ressemble beaucoup aux alignements de Carnac, ici. Donc, je me suis dit, si c'est les alignements de Carnac, ça va donner des figures homothétiques entre le cadre de visée et les valeurs sur le terrain. Donc, ce sont des figures semblables, ce qu'on appelle. Alors, on mesure sur le schéma de Thom la longueur AB qui est égale à 115 mètres, la longueur AC qui est égale à 460, on divise AC par AB, on trouve une valeur de 4. Ensuite, on fait ça sur le cadre de visée avec les logiciels d'astronomie et les calculs astronomiques. On peut calculer la longueur A'B' qui est égale à 0,45 cm, et aussi la même longueur A'C' qui, sur le cadre, est égale à 1,80 m. Et on trouve aussi la même valeur 4. Donc, ce que l'on a mesuré et enregistré sur le cadre de visée, ça a le même rapport qu'avec les rangées sur le sol, et à ce moment-là, vous validez à la fois le cadre et la méthode de mesure des différentes lignes de Vénus-Jupiter. Alors maintenant que l'on a trouvé comment avaient été réalisées les mesures sur le ciel pour réaliser les rangées, on va chercher quelle est la direction de l'axe ovale mégalithique qui se trouve à l'ouest et que l'on appelle Cromwell, que Thom a appelé Cromwell. Alors pour pour trouver cet axe, j'ai utilisé l'ordinateur, j'ai fait comme si c'était un transparent. On met sur le premier transparent les menhirs qui ont été relevés par Thom. Ensuite, on le retourne, donc ça fait une figure symétrique. Et ensuite, on cherche à faire coïncider les menhirs en éteignant toutes les lignes de couleur données par l'ordinateur. Ensuite, quand on a superposé ces deux menhirs, ces deux séries de menhirs, le direct et le symétrique, on rallume les lignes et l'intersection de toutes ces lignes donne l'axe du Cromwell. On refait ça plusieurs fois et on s'aperçoit qu'on arrive à avoir une précision assez importante parce que l'axe est mesuré, l'erreur correspond à ça. Donc on prend le milieu, on repère soigneusement le menhir du haut, le menhir du bas et on le reporte sur le dessin. À ce moment-là, on trace l'axe de l'ovale et à ce moment-là, on a la grande surprise de repérer que l'axe que l'on a mesuré passe rigoureusement par le point B qui a été déterminé par Thom, mais à partir des rangées. Autrement dit, les gens avaient bien travaillé et avaient réussi à fabriquer l'axe d'un ovale en menhir qui passait rigoureusement par le point qu'il faut. Et alors, deuxième surprise, on mesure l'angle entre l'axe et la valeur AB, et la ligne AB, et qu'est-ce qu'on trouve? 47,6 degrés. Et 47,6 degrés, c'est la latitude de Carnac. C'était marqué sur l'image. C'était marqué sur l'image. Autrement dit, 47,6, c'est la hauteur du pôle Nord et c'est la latitude du lieu. Et c'est fondamental parce qu'à ce moment-là, c'est le premier GPS de l'histoire
parce qu'ils ont pu déterminer la latitude du lieu et la hauteur du pôle Nord. Donc, c'est vraiment une mesure extraordinaire. Ensuite, ce cadre que l'on a ici, c'est aussi la première clé USB, parce qu'ils ont mesuré 12 valeurs des angles dérangés. Ensuite, il y en a 4 ici. Vous avez l'horizon ici, vous avez la hauteur de Vénus à 18 degrés, la hauteur de Jupiter, et ici, c'est la hauteur, comme vous allez le voir à la diapositive suivante, de la supernova de tout à l'heure. Et alors, comme un cadre, ça représente 16 nombres, 12 plus 4, et qu'un nombre, ça représente 2 octets, à ce moment-là, la taille du cadre, c'est égal à 32 octets. Et vous pouvez comparer avec une clé comme ça USB actuelle qui vaut 32 gigaoctets, ça veut dire 32 milliards d'octets. Donc depuis l'époque, ça a augmenté, mais enfin, vous savez qu'il y a une loi de Moore, et donc ça peut, depuis 6400 ans, ça s'est amélioré. Donc c'était la première clé USB de l'époque. Alors, la position du grand menhir. Alors, si on regarde la position des supernovas au cours du temps, on s'aperçoit que pendant les 12 jours consécutifs, la position de supernova est descendue lorsque Vénus reste toujours à 18 degrés. Et le 3e jour, il est probable qu'il y a eu un flash de cette étoile, de la supergéante bleue précédente, et que ça a intrigué nos constructeurs de Carnac, et ils ont mis une ligne horizontale à ce moment, et ils l'ont revue la nuit suivante. Et ils ont dit, tiens, je vais mettre donc, pour le signaler, un grand menhir sur la position indiquée par cette cordelette. Donc, c'est ce qui a fabriqué le grand menhir. Voici la photo du grand menhir. Donc, c'est un collègue qui s'appelle Dominique Glasson, et il fait à peu près, donc sa taille c'est 1,80 m, et la taille du grand menhir est environ de 4 mètres d'eau.